C'est le podcast AWS en français. Aujourd'hui, on parle de souveraineté et du European Sovereign Cloud. On vous explique tout ça. C'est dans un instant. C'est dans le nouvel épisode du podcast AWS en français. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. C'est tous les vendredis matins, vous le savez, dans toutes les bonnes applications de podcast. Parlez-en autour de vous, à vos collègues, à vos amis. C'est ainsi que la communauté grandit. Laissez-nous des feedbacks sur les réseaux sociaux, des petits pouces vers le haut, des petites étoiles dans vos applis de podcast. Un des derniers épisodes de cette année 2025 avec probablement le plus gros changement pour nous, Européens, prévu par AWS. C'est cette ouverture du European Sovereign Cloud dont on a déjà parlé, c'est pas un secret, c'est préannoncé depuis plus de 2 ans, mais pour en parler et détailler tout cela avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir encore une fois dans le podcast Stéphane Hadinger. Tu es directeur des technologies chez AWS France. Je crois que c'est ta 5e apparence dans le podcast. Le tout premier épisode du podcast en 2019, c'était un AWS Recap et c'était toi qui avais essuyé les plâtres. Je t'en remercie. Puis tu es revenu plein de fois pour parler souveraineté, sécurité, c'est tes domaines de prédilection. Merci d'être là, Stéphane. Dis-moi, tu sais, ma question bateau du début, c'est quoi la souveraineté ? Merci Sébastien et merci à toutes et à tous. C'est vraiment une question que j'ai beaucoup entendue dans les 5-6 dernières années. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a autant de définitions que de clients. Donc si j'essaie de résumer, en tout cas les 2 grands sujets qu'on retrouve, c'est le contrôle et la liberté. C'est d'abord le contrôle pour offrir à nos clients le choix de où sont localisées leurs données et surtout de qui a accès à leurs données et qui n'a pas accès à leurs données. Donc leur donner tous ces contrôles-là, on y reviendra. Et le deuxième aspect, c'est la liberté de choisir la meilleure technologie pour résoudre leurs problèmes à tout instant et surtout la liberté de pouvoir changer à tout instant de technologie. Donc tu le sais, Sébastien, les offres AWS sont vraiment conçues depuis le départ pour offrir ce contrôle et cette liberté, de par aussi c'est la démocratisation de la technologie qui est un de nos fers de lance depuis plus de 19 ans. À t'entendre parler et écouter cette définition, je me dis, mais le cloud AWS répond déjà à cette définition. Les clients ont le choix de mettre les données où ils veulent, de contrôler qui y a accès, de vérifier avec des moyens assez forts, de la cryptographie ou des journaux de log immutables, qui a eu accès aux données. Est-ce que le cloud AWS est souverain aujourd'hui ? Alors, il est souverain by design, par conception, et c'est un engagement que nous avons pris fin 2023. Et parce qu'en fait, quand on parle de souveraineté, il faut d'abord parler de sécurité. En fait, il n'y a pas de souveraineté sans sécurité. Donc, nous revenons de toute façon sur nos fondamentaux, et la sécurité, c'est la première priorité chez AWS. J'ai dû le répéter, je pense, chaque fois que je suis venu ici, mais tellement c'est important. Et pourquoi c'est important ? Parce que nos clients y mettent potentiellement leurs applications et leurs données les plus sensibles. Et dans notre analyse de risque, puisque comme toute bonne compagnie, en termes de sécurité, nous faisons une analyse de risque. Et si nous avions une non-conformité majeure ou une brèche de sécurité majeure, nous considérons que ça créerait une telle crise de confiance auprès de nos clients que c'est potentiellement une part significative, peut-être la même mort la de moitié. l'entreprise. Ouais. Alors, on va dire déjà la moitié du chiffre d'affaires d'AWS qui partirait en fumée en quelques mois. Donc c'est un risque, quand on met des euros et des dollars derrière, c'est un risque qui se chiffre même en centaines de milliards d'euros. Donc, alors, je ne veux pas casser l'ambiance avant les fêtes, mais l'idée c'est de dire nous mettons une quantité de ressources disproportionnée dans la sécurité et la conformité parce que effectivement c'est un des rares événements qui pourrait tuer AWS en tant que business. Donc ça résonne extrêmement bien pour nos clients et ça commence déjà par ce qu'on appelle le modèle de responsabilité partagée. Alors la plupart des auditeurs connaissent déjà. Probablement, mais ça vaut la peine de le répéter. Très simplement, c'est AWS, nous gérons la sécurité des couches basses, des hyperviseurs, des data centers et ainsi de suite, et nos clients ont le contrôle complet sur leurs services, que ce soit une machine virtuelle sur EC2 ou une lambda. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'entre ces 2 niveaux, il y a une barrière infranchissable. Ça veut dire que nos clients, vous n'avez pas accès aux couches basses, mais ça c'est classique, on va dire.
Mais le modèle que AWS a inventé il y a 19 ans, c'est surtout un modèle où c'est vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire que les salariés d'AWS n'ont pas accès aux données des clients sans que les clients aient donné leur accord préalable. Donc ça veut dire que ni toi ni moi, et nous le savons bien, mais ni nos ingénieurs qui développent les services, ni nos ingénieurs support n'ont accès aux données des clients, sauf si les clients donnent un accès explicite. Et ça, c'est très différent des modèles qui préexistaient avant, des modèles d'infogérance ou des modèles d'outsourcing, parce que dans un modèle d'infogérance, il y a la liste des administrateurs. Donc toutes ces personnes physiques qui potentiellement peuvent se connecter et potentiellement peuvent accéder aux données des clients. Et donc je me souviens très tôt, on va travailler notamment avec des clients dans le monde de la banque, comme c'est réglementaire, ils nous demandaient fournissez-moi la liste des administrateurs AWS. Et nous leur remettions très cérémonieusement une page blanche, puisque personne ne correspond à cette définition chez AWS. Ce ne sont que des scripts et des automates. Il n'y a pas moyen de se connecter en SSH sur un bare metal host et d'aller voir le contenu des disques, etc. C'est même pas possible par design des machines, c'est ça? Alors, ça c'est quelque chose qui a changé dans le temps, c'est-à-dire qu'au début, c'était personne n'est autorisé à accéder aux données des clients, même si quand on creuse, il existait un chemin technique possible. Et ce qui est le cas, je pense, d'à peu près tous les opérateurs cloud. Mais de par cette prise de conscience, en fait, notre équipe de dirigeants et nos équipes sécurité se sont demandé comment on pouvait aller un cran plus loin et passer de personne n'est autorisé à personne n'est capable. Donc de passer d'un contrôle, d'audit, de vérification, ce que tout le monde fait, mais qui reste un challenge de sécurité, à une situation où en fait la technologie ne le permet pas. Et c'est comme ça que Nitro est né. Alors Nitro, ça date de fin 2017. Merci pour la question. Nitro, ce sont en fait des cartes accélératrices, des cartes physiques que nous mettons dans chacun des serveurs. Donc ça, fin 2017, je vous laisse faire le calcul, mais ça fait déjà un certain temps. 8 ans. 8 ans, merci. Alors pourquoi le nom Nitro? Vous savez, c'est comme dans les vieux films, on met de la nitroglycérine dans les moteurs pour donner un coup d'accélérateur. Je pense que l'origine vient de là. Donc Nitro, la première fonction, c'était d'accélérer. C'est-à-dire de déporter les fonctions de virtualisation depuis le processeur vers du hardware spécialisé, donc tout ce qui est réseau, stockage sur disque et ainsi de suite, et donc d'avoir les mêmes performances en machine virtuelle qu'en bare metal. Mais à l'occasion de ça, nos équipes sécurité se sont dit comment on pouvait reconcevoir complètement la sécurité à base de Nitro, et en fait ils ont fermé l'accès opérateur. Ça veut dire qu'aujourd'hui avec Nitro, pour revenir à ton point, si un opérateur, quel qu'il soit, un salarié quel qu'il soit, essayait d'accéder aux données sur ses serveurs quand elles sont en clair, mais en fait il n'existe aucun moyen technique. Il n'y a pas de console. Donc le scénario qui est un administrateur se connecte à la console en SSH ou en RDP. Déjà, il n'y a pas d'administrateur et en plus, il n'y a pas de SSH ou RDP. Il n'y a pas de SSH, il n'y a pas de RDP. Le code n'existe pas volontairement. Tout passe par API. Alors Sébastien, tu vas me dire, oui, mais est-ce que quelqu'un pourrait pas utiliser une API voilà, pour récupérer les données? Non, pareil, il n'y a pas d'API pour aller lire, modifier ou exfiltrer des données clients. Donc l'idée derrière était de se dire, nous voulons avoir une posture qui fait que, indépendamment de l'évolution des lois européennes, des lois américaines, peu importe, en fait nous sommes dans l'incapacité matérielle et physique de fournir les données. Et c'est un argument qui vaut devant toute cour de justice, c'est vous ne pouvez fournir que ce que vous avez. Si vous n'êtes pas capable de le fournir, les autorités ne récupéreront rien. Et au pire, on peut donner un disque, non? Alors, on peut... C'est pas facile, mais au pire du pire, si je prends vraiment le pire scénario, ce serait effectivement de fournir des disques chiffrés sans les clés. Parce que là encore, les clés sont dans des HSM, donc des Hardware Security Modules, qui ont cette caractéristique que, là encore, si une autorité nous demandait d'aller chercher les clés dans ces modules, en fait, pareil, nous en sommes incapables. Nous en sommes complètement incapables, que ce soit les différentes technologies de HSM que nous avons. Alors, on a quand même, fin 2023, mis une option supplémentaire pour les clients qui le souhaitent, qui est d'avoir des HSM externalisés. Alors, externalisés au sens AWS, donc c'est-à-dire en dehors de chez nous. En dehors des data centers AWS, voilà.
Et nous avons des partenariats avec Thales et avec Atos Eviden et beaucoup d'autres. Donc si vous souhaitez mettre des HSM de technologie française ou européenne, c'est une option qui est ouverte, qui est assez facile à mettre en place, qui a un surcoût bien sûr, puisqu'il faut payer des abonnements sur ces HSM, et qui a quand même des contraintes opérationnelles. Il y a un risque opérationnel quand même, parce Ouais. que si on coupe le lien ou si on ne maintient pas le lien vers le HSM, nos services ne peuvent plus déchiffrer les données. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est un service qui existe. J'ai tendance à ne pas le recommander dans le cas général auprès des clients. Parce que aujourd'hui, les garanties que nous fournissons sur les HSM qui sont dans les data centers AWS couvrent peut-être 99,9% des cas. Mais si c'est une inquiétude pour vous ou pour vos clients, c'est une option qui existe et on a des références de clients qui les utilisent. C'est ce que le product manager me disait, c'est le risque opérationnel est tellement élevé par rapport à la perception du bénéfice ajouté que souvent ça n'en vaut pas la peine, et quand on explique vraiment ce modèle-là, les clients se disent ok, on est bon avec les HSM chez AWS. Alors tu as bien expliqué le contexte sécurité existant de nos 38 régions existantes qui existent depuis bientôt 20 ans, 19 ans tu l'as dit. Pourquoi une nouvelle région et pourquoi on l'appelle le European Sovereign Cloud? Oui, je reviens sur une autre définition de la souveraineté. Donc j'ai parlé de contrôle et de liberté. Maintenant, quand on le regarde sous une forme d'analyse de risque, en fait, il y a deux grands piliers qui interviennent. Il y a la protection des données. Donc on revient sur cette idée de contrôle, mais c'est là encore contrôler où sont les données et qui y a accès. Et on va dire Nitro et le chiffrement offrent déjà cette solution à 360 degrés. D'ailleurs, j'en profite, parce que j'aime bien parler de nos clients aussi. Nous avions cette année à l'AWS Paris Summit, donc en avril dernier, Frédéric Verger, qui est le groupe CIO de Safran, et qui expliquait que 80% des données du groupe Safran sont éligibles au cloud AWS. Et en fait, quand on analyse, il dit bien au cloud AWS, il ne dit pas éligible au cloud public. Et la grande différence, c'est justement Nitro et les fonctions de chiffrement. Donc, premier pilier, contrôle des données, où là, il y a des réponses très convaincantes pour nos clients. Deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle l'autonomie opérationnelle. Donc là, quand nous parlons avec les autorités et les régulateurs, il y a deux grands scénarios qui interviennent, qui sont fictifs, hein, mais c'est quand même... Mais auquel il faut penser. Il faut penser exactement, et c'est le rôle des régulateurs de se préparer au pire. Premier scénario, c'est si on coupe tous les liens transatlantiques entre l'Europe et les États-Unis, qu'est-ce qui se passe ? Et deuxième scénario, si AWS reçoit un ordre des autorités américaines de couper les services en Europe pour un client ou tous les services, qu'est-ce qui se passe? Et là encore, je ne rentre pas dans la légalité de ce type de questions, c'est pas le sujet en fait. Donc c'est ça qui a été à l'origine du European Sovereign Cloud, qui est de se dire, en fait, pour répondre à ces deux questions, on a voulu concevoir le même cloud qu'AWS, donc c'est vraiment les mêmes services, mais un cloud qui soit en Europe, opéré par des Européens et offrant toutes les garanties pour les Européens. Donc schématiquement, cette nouvelle offre European Sovereign Cloud, c'est une réinstallation complète de toutes les briques d'AWS, avec un nouvel IAM, avec une nouvelle facturation, avec tous les autres services et une nouvelle instance des outils de déploiement, mais située en Europe. Alors, pardon Sébastien, quand je dis Europe, il faut comprendre Union européenne. Union européenne, c'est important de faire la différence. Ouais. Donc, tout ça, c'est situé physiquement sur le sol de l'Union européenne. C'est exploité exclusivement. Alors, il y a trois critères. Il faut être citoyen de l'Union européenne, il faut être résident permanent de l'Union européenne, qui a un statut juridique très précis. Et le plus important, il faut être physiquement sur le sol de l'Union européenne pour avoir des droits sur les systèmes. Ah oui, si je suis en business trip aux États-Unis, je peux pas rien du tout. Appeler une API sur le système. Rien du tout. Et c'est vrai aussi, puisque nos clients parlent très souvent de requêtes qui pourraient venir des États-Unis. Donc c'est pareil, une personne qui est située physiquement aux États-Unis n'a pas plus de droits sur cette infrastructure qu'un hacker sur Internet. Donc le système va se défendre contre tout accès qui ne vient pas de l'Union européenne. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'assurer cette autonomie opérationnelle. Donc ça veut dire, par rapport au scénario numéro 1 de tout à l'heure, si on coupe tous les liens transatlantiques, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de lien, on coupe la fibre. En fait, il ne se passe rien, parce que c'est déjà déconnecté. Il y a la seule chose que reçoit en fait cette structure, c'est un flux continu de mise à jour
qui viennent effectivement du reste du monde d'AWS, mais qui gardent localement le contrôle de pouvoir déployer ou non, de pouvoir inspecter ou non, et avec un système alors qu'on appelle un système de diodes. Les électroniciens reconnaîtront. C'est-à-dire le courant passe que dans un sens, c'est pas ça dans l'autre. passe que dans un sens. Et c'est conçu pour que rien ne puisse passer dans l'autre sens. Alors, ce qui est important aussi, c'est la couverture de services, puisque j'ai cet avantage de parler avec de très nombreux clients en France. Et tu sais, un des scénarios au début, c'est de se dire, mais et si on faisait un mini cloud? Un mini AWS avec 10 ou 20 services en ciblant vraiment les services les plus importants. Et là, tous nos clients français et européens ont eu la même réponse qui était super claire, que nous avons reçu 5 sur 5. C'est non, ce qu'on veut, c'est vraiment toute la variété de services, y compris les services opérés comme RDS, comme Lambda, comme SageMaker, comme Bedrock, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on a prévu de lancer avec European Sovereign Cloud, ce sont plus de 80 services dès le lancement. Donc, on est sur une couverture fonctionnelle qui correspond plus ou moins à ce qu'on met dans des nouvelles régions classiques, qu'on appelle des régions commerciales. Donc là, tu parles d'un cloud complètement séparé qui peut fonctionner en toute autonomie si jamais il n'y a plus de connexion aux États-Unis. Il peut fonctionner, non, j'ai envie de dire dans une bulle, une grande bulle qu'est l'Union européenne. Tu avais parlé de 2 scénarios également. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au final, ça reste quand même un cloud AWS, donc une société américaine. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un mandat US, administratif ou juridique, d'arrêter les services en Europe? Très bonne question. Je vais peut-être décrire maintenant la structure juridique et la structure de gouvernance. Donc ce sont des entités juridiquement enregistrées au sein de l'Union européenne. Mais ce qui est surtout important, c'est la direction, donc le directeur général. Alors il est connu, nous avons recruté Stéphane Israël, qui est l'ancien directeur général d'Ariane Espace. Mais plus globalement, tous les postes de direction doivent être également occupés par les 3 mêmes critères, donc des citoyens de l'Union européenne, qui sont des résidents permanents et qui doivent être là encore physiquement sur le sol de l'Union européenne pour toute décision. Si c'est une décision de divulguer des données clients à des autorités, européennes ou pas, peu importe, pareil, Stéphane Israël doit être sur le sol de l'Union européenne pour agir sur un système et prendre cette décision. Et potentiellement couper des services, c'est la même chose. Alors, ce qui est intéressant dans ce montage, c'est que ça rend la loi européenne primordiale. C'est-à-dire qu'en cas de conflit de loi entre des lois américaines ou du reste du monde d'ailleurs et des lois européennes, en fait, seules les lois européennes s'appliquent, puisque les personnes sont des citoyens européens qui sont physiquement au sein de l'Union européenne. Et donc le directeur, Stéphane Israël, tu l'as nommé, doit se conformer à la loi européenne, quitte à se mettre en porte-à-faux aux autres lois, ce qui lui empêcherait peut-être des voyages à l'étranger dans le futur. C'est potentiellement, mais il faut comprendre que tout ça, c'est du registre du pénal. Donc ça veut dire que c'est pas l'entreprise qui est responsable, c'est Stéphane Israël à titre personnellement. Et pénal, donc, ça veut dire qu'il risque d'aller en prison. Voilà. Et je l'ai rencontré à plusieurs reprises, Stéphane Israël. Voilà, il n'a pas du tout envie. Mais tu sais, même ce genre de scénario de dire on arrête tous les services du jour au lendemain parce que quelqu'un nous le demande, en fait, indépendamment de la demande, même ça, c'est illégal. En fait, ça s'appelle du sabotage, juridiquement. Un dirigeant d'entreprise, quel que soit son domaine, n'a juste pas le droit de détruire sa propre entreprise. Et c'est du pénal, là aussi. Donc, on l'a remis dans les statuts juridiques et dans le contrat de travail de Stéphane Israël. Tous les dirigeants ont l'obligation juridique d'agir pour le bien de leur entreprise. Et leur entreprise, c'est European Sovereign Cloud, c'est cette entité européenne. Mais il peut toujours se faire virer par la maison mère? Ah, nous y avons pensé. C'est-à-dire que, là encore, Stéphane Israël et tous les cadres dirigeants ont une protection juridique, ils ont un emploi protégé. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être licenciés pour désobéissance à un ordre illégal. Et en plus de ça, nous avons créé ce qu'on appelle un advisory board, donc un conseil de surveillance, je ne connais pas exactement la traduction, composé de 4 membres. Alors les 4 membres, je vais refaire la ritournelle, c'est des citoyens résidents et ils doivent être sur le sol de l'Union européenne, pour surveiller et conseiller les cadres dirigeants sur la bonne tenue de ces opérations. Et en particulier, un des 4 membres
ne sera pas affilié à Amazon. C'est-à-dire ni un salarié du groupe Amazon, ni un actionnaire significatif du groupe Amazon. Juridiquement, c'est ce qu'on appelle quelqu'un de désintéressé. Et le but est que cette personne puisse, le cas échéant, servir de lanceur d'alerte si des décisions sont prises et sont mauvaises pour le bien de l'entreprise ou pour le bien de l'Europe. Donc on voit dans tes explications que quand tu dis que c'est séparé, vraiment il y a toute la structure de gouvernance, donc la structure légale des sociétés qui vont opérer ce nouveau European Sovereign Cloud, le board de directeurs, l'advisory board, qu'on ne peut pas traduire en français pour le moment, le board, les conseillers de direction, mais aussi la structure technique que tu as mentionné, avec une séparation claire de l'existant, et donc que ce cloud peut continuer à fonctionner même sans dépendance, et n'a pas de dépendance opérationnelle sur le cloud AWS. Ça ressemble un peu, mais dis-moi si je me trompe, à ce qui existe pour AWS en Chine, où nous avons 2 régions, et aussi au cloud public, pour le secteur public américain, ce qu'on appelle le GovCloud. Est-ce que ce sont des choses similaires ou très différentes ? Alors, d'un point de vue de l'utilisation, il y a des similarités. C'est ce qu'on appelle des partitions séparées. Donc, ça veut dire, comme j'ai indiqué tout à l'heure, comme ce sont des IAM séparés, ce sont les mêmes API et les mêmes SDK, les mêmes outils, mais ça veut dire pour nos clients, utiliser European Sovereign Cloud, c'est créer potentiellement une nouvelle landing zone. Donc j'invite nos clients à faire de l'infrascode, à automatiser pour rendre ça le plus indolore. Oui, ils vont devoir, j'ai pas réagi tout à l'heure quand tu l'as dit, mais ils vont devoir créer des nouveaux comptes AWS et on ne verra pas ni les rôles, ni les users, tout ça c'est séparé, c'est 2 IAM complètement séparés. C'est complètement séparé, les control planes ne se connaissent pas mutuellement, c'est la même console mais une autre console. Donc de ce point de vue-là, il y a des similarités, mais quand on regarde la manière dont c'est construit et c'est opéré, c'est un cas qui est unique pour l'instant. Justement d'avoir au sein de l'Union européenne toutes les ressources. Et comme on le disait tout à l'heure, donc on a couvert les 2 scénarios. Qu'est-ce qui se passe sur une coupure ? Rien puisque c'est déconnecté. Qu'est-ce qui se passe sur une demande qui serait illégale au regard de la loi européenne ? Rien puisque les cadres dirigeants refuseraient cette demande puisque c'est du pénal. Maintenant, quand on regarde un peu plus dans le futur, comme tu le disais, European Sovereign Cloud est conçu pour opérer de manière autonome sans limite de temps. Donc il n'y a pas de limite au bout de 3 mois, 6 mois ou que sais-je, où les services s'arrêtent de fonctionner, surtout pas. C'est vraiment des opérations autonomes. Et nous avons mis en place également toute la structure pour pouvoir continuer à faire des évolutions. C'est-à-dire qu'on peut continuer à faire évoluer les services même si on ne reçoit plus le code source de Seattle. Exactement. Alors tout ça reste très prospectif, bien évidemment. Sûr. Mais et j'espère qu'on ne devra jamais mettre en place ce plan-là. Et nous espérons tous que nous ne devrons jamais arriver à cet extrême-là. Mais là encore, prévoir, c'est important et c'est ce que nous demandent les régulateurs et les gouvernements. Donc ça commence par un réplica intégral du code source situé au sein de l'Union européenne. Donc, ça veut dire qu'on a une copie du code source de toute complètement. La structure allemande, la structure juridique, c'est ni toi ni moi. Ni toi ni moi, voilà. ont accès à l'entièreté du code source, donc ce qui permet de continuer de le faire évoluer éventuellement ou de patcher des bugs sans avoir de dépendance des États-Unis. Mais c'est surtout avoir les personnes, parce que le code source, je connais pas sa taille, mais il est assez conséquent. Énorme, donc c'est surtout d'avoir les ressources, donc ça veut dire d'avoir une entité de développement au sein de European Sovereign Cloud. Mais quand on regarde de manière plus globale en Europe, il y a à peu près 5000 personnes aujourd'hui dans les effectifs d'AWS sur le sol de l'Union européenne qui sont capables d'aider cette structure à continuer à faire des développements, à continuer à faire de la maintenance. D'ailleurs, des fois les clients ont un peu cette image faussée de croire que tous les développements sont faits aux États-Unis. Pas du tout. AWS est une structure mondiale, il y a des développements qui sont faits partout dans le monde. On a parlé de Nitro tout à l'heure de manière assez amusante. Tout le logiciel qui tourne dans les cartes Nitro, en fait, est réalisé à Dresde en Allemagne, pas du tout aux États-Unis. J'avais une conversation pour un autre épisode de podcast avec le responsable du pipeline de facturation. Donc c'est le pipeline qui prend tous les événements qui se passent dans les comptes AWS et qui au final produit une facture. C'est un pipeline à 120 milliards de dollars par an quand même. C'est également réalisé en grande partie en Allemagne, ici en Europe. Donc quand on regarde de manière un petit peu globale, après la question que j'ai souvent c'est pour quel client ?
C'était ma question suivante. Voilà. Quels sont les use cases? Parce que bon, quand on parle, et enfin tu le fais plus souvent que moi à des clients européens, souvent on va dire oui, mais on veut une solution souveraine, indépendante, je veux contrôler où sont mes données, qui y a accès. Et ça, tu y as répondu dans la première partie de cet épisode, tu as expliqué, c'est déjà le cas sur les régions AWS. Donc ce niveau opérationnel encore plus élevé, cette séparation encore plus élevée, ça va s'adresser à quel type d'application, à quel type de client? Et c'est vraiment important de rappeler ça. C'est-à-dire que certains clients me disent je vais aller sur European Sovereign Cloud parce que j'ai des données très sensibles et super confidentielles. Et je leur dis non, vous pouvez déjà aller sur la région Paris ou la région Francfort, vous avez déjà le même niveau de garantie avec Nitro, avec le chiffrement. L'accent que nous mettons sur European Sovereign Cloud, c'est vraiment un accent de résilience. Donc la question n'est pas géopolitique, même pas de résilience technique, de oui, tout à fait. Géopolitique. Ouais. Oui, tu fais bien de préciser. Donc la question n'est pas tant la confidentialité des données en tant que telle, mais plutôt quelle résilience ça doit avoir par rapport à on va dire des crises géopolitiques graves. Donc alors bien sûr, ce sera ouvert à tout le monde. Donc vous pourrez dès le lancement créer un compte. Exactement. Ce que nous imaginons comme clients privilégiés, en tout cas les premiers clients qui vont l'utiliser, sera probablement les gouvernements européens d'une part, et probablement aussi les applications dans des secteurs très régulés, par exemple NIS 2, sur ces questions de résilience, même si NIS 2 n'impose pas du tout une résilience de ce type-là. Mais j'imagine que certains clients seront quand même plus à l'aise pour des applications sensibles de type NIS 2 à les mettre sur European Sovereign Cloud plutôt que sur une région commerciale. Des acteurs dans le monde de la sécurité, de la défense, même peut-être des startups dans le monde de la défense. Ou de l'aéronautique. Ouais. Mais on verra. L'énergie, la finance. Cas, probablement. Je pense que ce sera de toute façon intéressant de voir comment les clients se l'approprient. Et là encore, peut-être ce qui nous démarque par rapport à d'autres offres du marché, c'est la simplicité d'accès, puisqu'il n'y aura pas de nouveaux contrats à signer. Et c'est en particulièrement important pour nos grands clients entreprises qui ont potentiellement des clauses particulières. Je pense aussi au monde de la finance par rapport à DORA, par rapport à la réglementation. Donc European Sovereign Cloud sera disponible immédiatement. Ils pourront ouvrir des nouveaux comptes basés sur leurs contrats existants. Donc pas besoin de signer un nouveau contrat. En revanche, ils bénéficieront d'un addendum que nous venons de publier d'ailleurs. On pourra peut-être le mettre en lien, qui donne les garanties juridiques supplémentaires qui sont apportées par cette région. Et ça permettra comme ça de faciliter l'adoption de cette nouvelle région. Et c'est pour quand, monsieur? Très bientôt. Très bientôt. C'est vraiment, ça arrive dans les prochaines semaines. On va garder encore un tout petit peu la surprise de la date exacte. Mais on vous le fera savoir très très prochainement. Oui, je suppose qu'il y aura beaucoup de communication et de presse à ce moment-là. Si vous suivez l'actualité AWS, ça va être difficile de louper cette actualité-là. C'est beaucoup d'investissement aussi, parce qu'on parle d'une région. Ça vaut peut-être la peine de prendre 2 secondes pour séparer ce concept de European Sovereign Cloud et d'une région. Elle sera où cette région? C'est une première région, il y en aura peut-être d'autres. Ça représente quoi en termes d'investissement? Je sais, c'est beaucoup de questions d'un coup. Oui, c'est un gros investissement. Je vais commencer par là. Donc, c'est 7,8 milliards d'euros d'investissement. Wow. Donc, il faut comprendre que nous prenons un certain risque business sur cette affaire-là, puisque en fait l'adoption aujourd'hui et la demande sur la souveraineté est pas encore très claire en termes d'adoption de marché par rapport justement à ce que je disais aux autres régions qui offrent déjà un niveau de souveraineté by design. Et nous commençons en Allemagne. Mais alors, j'insiste bien, ce n'est pas un cloud souverain allemand, c'est un cloud souverain européen. Et il se trouve que la première région est en Allemagne. Et elle est en Allemagne, elle est dans le Brandenburg. Donc, pour les spécialistes en géographie, c'est juste à côté de Berlin. Et c'est l'État autour de Berlin, à l'exclusion de Berlin. Exactement. J'ai regardé ça sur Wikipédia récemment. Ouais. Exactement. Donc c'est dans le land allemand du Brandenburg. Donc des nouveaux data centers. Donc ce n'est pas à Francfort, parce que j'ai souvent eu la question également. Et ce sera la première étape. Il y aura des extensions dans différents pays européens. Et ça, c'est vraiment lié à la demande des clients. Notamment, une des manières les plus rapides pour nous de faire des évolutions dans des pays, c'est ce qu'on appelle les local zones. Tu peux rappeler ce que c'est brièvement?
Tout à fait. Donc, local zones, ce sont des structures un petit peu plus petites qu'une région complète. Une région complète, ça prend toujours plusieurs milliards d'investissements. Donc, une local zone, c'est un sous-ensemble de services qui vont être localement dans un pays, mais qui dépendent du control plane de la région de rattachement. Donc, si je prends le scénario-là, c'est-à-dire que la console sera toujours dans le Brandenburg, mais pilotera à distance de l'infrastructure qui seront dans d'autres pays européens. Oui, le modèle mental que je me fais des local zones, c'est un data center un peu plus petit, avec un sous-ensemble de services et rattaché de façon privilégiée à sa région, à son port d'attache. Exactement. Et ça permet de répondre aussi à des besoins, on va dire, un petit peu plus modestes que d'avoir une région complète en multi-milliards d'euros d'investissement. Et à l'origine, on a créé ça pour réduire la latence, pour qu'à Hollywood, par exemple, il puisse y avoir de l'infrastructure AWS à Los Angeles, tout près des studios, alors qu'il n'y a pas de région à Los Angeles. Donc, appliquer le même principe, mais au cloud souverain européen, avec des local zones rattachées à cette région de Brandenburg. Exactement. Sauf que là, en l'occurrence, ce sont probablement moins des questions de latence, bien sûr, mais plus des questions de localisation des données critiques au sein du pays européen et pour de multiples raisons en tout cas. Et on pourrait imaginer d'autres régions, comme il y a plusieurs régions dans la partition commerciale, avoir, en fonction de la demande des clients, demain, des régions ailleurs en Europe. Bien sûr, et d'ailleurs, si je prends le cas de la France, aujourd'hui, on n'a pas pris de décision particulière de savoir est-ce que la France, on va dire dans un futur, peut-être à moyen terme, est-ce que ce seront des local zones ou est-ce que ce sera une région complète? Là encore, ça dépendra vraiment des demandes des clients et de l'appétence du marché par rapport à cette offre. Nos clients construisent souvent des solutions grâce à d'autres solutions, qu'elles soient d'AWS ou de nos partenaires. Il y a un réseau de partenaires assez important sur AWS, à la fois dans la partie conseil et dans la partie produit. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver ces mêmes partenaires si ma solution dépend de X, Y, Z pour déployer sur le cloud commercial AWS? Est-ce qu'il y aura la même chose dans le cloud souverain européen? On a vu un très grand attrait pour de nombreux partenaires, dont un nombre croissant ont déjà préannoncé qu'ils seraient présents. Je pense notamment à des acteurs français comme Mistral ou Thales, qui ont déjà annoncé que leurs solutions, quand je parle le cas de Thales, c'est des solutions de HSM, comme on l'a décrit tout à l'heure. Mistral, leurs modèles seront bien sûr présents. On a aussi Snowflake. Mais une des grandes références, en tout cas une des grandes demandes que nous avions, c'était SAP, notamment sur l'offre SAP Rise souveraine. Et là, ça permet vraiment d'avoir une continuité. C'est-à-dire que l'offre SAP Rise souveraine est opérée au sein de l'Union européenne par des citoyens de l'Union européenne par SAP et reposera sur European Sovereign Cloud. On va retrouver le même niveau de souveraineté, donc sur le sol européen et par des citoyens de l'Union européenne. Ça veut dire qu'il y aura une marketplace aussi dans l'ESC? Tout à fait. Il y aura une marketplace sur le même principe. J'ai oublié un petit détail aussi tout à l'heure, c'est que la facturation et les tarifs seront en euros et pas en dollars. Ah, ça c'est important aussi. Donc c'est pas juste le paiement, hein, c'est vraiment même les tarifs, donc les prix que vous verrez sur le site web seront nativement en euros. Alors après, je connais pas les détails, mais probablement des ajustements annuels par rapport au taux de change, s'il y a des variations un petit peu importantes. Mais voilà, c'est aussi une grande première pour nous d'avoir une facturation complètement en euros. Publiée en euros. Et puisque tu parles de tarifs, on peut s'attendre à quel prix, quelque chose d'assez similaire au prix en Europe ou un prix différent? Ce sera un petit peu plus cher. De par la structure de coûts, c'est-à-dire que nous avons des coûts fixes, on a parlé de facturation, on a parlé d'IAM et autres, et donc qu'on ne peut pas diluer de la même manière à l'échelle mondiale. Après les prix, ce sera le jour du lancement, et ça fonctionne toujours comme ça. Et en fait, pour l'avoir vécu sur la région Paris, par exemple, en fait, les prix définitifs sont décidés à peu près la veille du lancement. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas plus de détails. Et pour les builders, les buildeuses, les développeurs, les développeuses qui nous écoutent, concrètement, si je veux déployer une solution sur le European Sovereign Cloud, qu'est-ce que je dois faire à partir du moment où c'est ouvert, hein. Là, au moment où vous écoutez ce podcast, en tout cas autour de la date de publication, il n'est pas encore ouvert, mais vous entendrez le ramdam médiatique quand il sera ouvert. Qu'est-ce que je dois faire? Créer un compte, je crois que c'est la première chose que tu as dit tout à l'heure. Créer un nouveau compte. Donc, créer un nouveau compte, c'est au sens AWS avec un nouvel compte ID qui est sur cette nouvelle
nouvelle partition. Donc ça veut dire que les URL sont pas les mêmes. Ça veut dire que les ARN aussi, donc les Amazon Resource Notation. Donc plutôt que d'être ARN2.AWS quelque chose, ça va être ARN2. Autre chose. AWS-EUSC de tête. Quelque chose de voilà. Je crois que ça ressemble à ça. Donc il y a ces petits détails qui vont changer, mais la bonne nouvelle c'est que ça restera les mêmes EC2, les mêmes Lambda, les mêmes Nitro, Ça veut dire qu'a priori, si je déploie sur des services qui existent dans cette région-là, puisqu'il n'y aura pas les 300 services, c'est comme une nouvelle région qu'on lance, tous les services ne sont pas disponibles dès le premier jour. Mais si on utilise les services de fondation de base auxquels tout le monde s'attend, les RDS, les EC2, les Lambda, les Bedrock et autres, je reprends mon script CDK, je change l'account ID, je change le nom de région aussi, et je peux redéployer tel quel. Donc même ligne de commande, même CloudFormation, même CDK, etc. Exactement. Donc là encore, un grand appel à faire de l'infrascode. Donc c'est pour les clients qui l'ont déjà automatisé pour faire du multi-région, donc pour lancer une nouvelle landing zone dans d'autres régions, il y aura un tout petit peu plus d'efforts à faire puisqu'il faudra aussi redéfinir toute la partie IAM, donc les rôles, les policies, mais après tout le reste est réagit exactement de la même manière. Vérifiez quand même la disponibilité des services ou des offres partenaires si vous avez des besoins d'offres partenaires. Il y a le AWS, je ne sais plus comment ça s'appelle, Capabilities List qui a été lancé sur Builder Center, qui est une espèce de matrice qui vous donne la liste des services région par région existants et à venir. Et ça, c'est un grand changement pour AWS. Donc vous pouvez vous référer à cela. La région souveraine européenne est déjà référencée dans cette matrice. Donc vous pouvez déjà voir quels sont les services, mais comme Stéphane a dit, tous les services de fondation habituels auxquels vous attendez, RDS, EKS, S3, CloudWatch évidemment seront présents dès le premier jour. Et bien voilà, je crois qu'on a fait un tour assez clair du pourquoi, du comment de cette nouvelle région souveraine européenne. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a un dernier mot à dire avant de conclure cet épisode? On a déjà parlé de beaucoup de choses. Je pense que ce serait vraiment intéressant pour nous d'avoir le retour de nos clients sur pour quel type d'application en fait ils envisagent d'utiliser le European Sovereign Cloud. Et comme toujours, un appel à qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Qu'est-ce qu'on doit déployer comme nouveau service? Ça pilote directement la roadmap côté AWS. Donc tu l'as bien dit, c'est probablement pas une offre pour les développeurs indépendants, les freelance ou les hobbyistes du dimanche comme moi. C'est pour les grandes entreprises plutôt qui ont des besoins de souveraineté de données plutôt avancés. Et donc contactez vos équipes de compte finalement. C'est le call to action. Parlez-en à vos account managers, vos TAM AWS. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'en profite, ce sont les mêmes équipes de compte. Il n'y a pas des équipes de compte séparées pour European Sovereign Cloud. C'est vraiment un service supplémentaire dans le portefeuille de services AWS. Donc vous avez les mêmes architectes solutions, les mêmes responsables de compte. Le support, par contre, est effectivement différent, puisque là encore, le support a l'obligation d'être au sein de l'Union européenne, ce qui est un changement de fonctionnement, puisque notre support habituel est, comme on dit, en follow the sun. Donc là, nous construisons un support 24/7 sur le sol de l'Union européenne. Merci Stéphane pour toutes tes explications claires. Stéphane Adinger, pardon. Je le prononce parfois à la française, ton nom. Ça va très bien aussi. Directeur de technologie d'AWS France, le European Sovereign Cloud, le cloud souverain européen, ouvrira ses portes dans quelques semaines et vous serez informés en suivant l'actualité. AWS, c'est l'avant-dernier épisode du podcast AWS en français pour cette année. Rendez-vous la semaine prochaine. On parlera tech la semaine prochaine. Oui, j'étais en train de chercher le nom de l'épisode dans ma liste. On parlera de points d'inférence dans votre navigateur web. Donc un autre sujet, rien à voir, comment faire tourner un modèle dans une page web et pourquoi le faire aussi, les use cases, les API qui existent, etc. Ça sera avec Yacine Banabas de Worldline que j'ai rencontré il y a quelques jours à la conférence API Days à Paris. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. Mais d'ici là, quoi que vous codiez dans le cloud souverain européen, codez-le bien.